Vous ne remarcherez jamais, avaient déclaré les médecins, jusqu'à ce qu'une petite fille sans abri change tout. Je sais comment la faire remarcher. La voix surgit de l'ombre de la ruelle, faisant brusquement s'arrêter Alexander. Reed. L'homme d'affaires de 45 ans serra instinctivement les poignets du fauteuil roulant de Sophia, comme si la voix pouvait l'arracher à lui. « Qui est là ?» demanda-t-il en scrutant l'obscurité. Une fillette émergea de la pénombre. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans. Ses cheveux bouclés encadraient un visage mince, aux yeux qui semblaient receler une sagesse bien supérieure à son âge. Elle était vêtue de haillons et ses pieds nus étaient couverts de poussière. « Je m'appelle Nia, » dit-elle sans détourner le regard, « et je peux l'aider. » Alexander sentit Sophia bouger dans son fauteuil roulant. Au cours des 8 derniers mois, depuis l'accident qui avait détruit sa moelle épinière, la fillette de 10 ans n'avait montré que très peu d'intérêt pour quoi que ce soit. Les médecins avaient été clairs. Les dommages étaient irréversibles. Elle ne remettrait jamais les pieds sur terre. « Écoute, je n'ai pas le temps de jouer, » répondit Alexander d'un ton sec. « Allez, Sophia, tu as déjà dépensé 2 millions pour des traitements qui n'ont pas fonctionné. » Nia fit se figer Alexander. « Vous avez consulté 17 spécialistes, 3 opérations, 2 aux États-Unis, 1 en Suisse. Rien n'a marché. Comment le savez-vous » murmura-t-elle en sentant un frisson la parcourir. La fillette haussa les épaules. « Je sais beaucoup de choses. Je sais aussi qu'elle rêve qu'elle court toutes les nuits et qu'elle se réveille en pleurant parce qu'elle réalise que ce n'était qu'un rêve. » Sophia leva le visage et regarda la jeune fille avec une intensité qu'Alexander n'avait pas vue depuis des mois. « Papa, » murmura Sophia d'une petite voix. « Comment sait-elle que je fais ces rêves ?» Alexander regarda sa fille, puis la jeune fille, sans abri. Quelque chose dans ses yeux profonds le déconcertait. « Que voulez-vous? De l'argent ?» Nia secoua la tête. « Je ne veux pas de son argent. Je veux aider. »« Comment ?» demanda-t-il, sceptique. « C'est une arnaque? Parce que si c'est le cas... » « Il y a 3 semaines, » l'interrompit Nia. « Vous avez rendu visite au docteur Petrov. Il a dit qu'il y avait 0,1% de chances avec un traitement expérimental, mais vous avez refusé parce que les risques étaient trop élevés. » Alexander pâlit. Cette consultation était confidentielle. Personne d'autre que lui, Sophia et le médecin n'étaient au courant de cette conversation. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» murmura-t-il. « De la même manière que je sais comment la faire remarcher, » répondit simplement Nia. « Mais vous devez me faire confiance. » Alexander sentit le poids de 8 mois passés dans les cabinets médicaux, les diagnostics sombres et les espoirs brisés. 8 mois à regarder sa fille, autrefois si pleine de vie, sombrer dans le silence et la dépression. « Et si je ne vous fais pas confiance ?» demanda-t-il. Les yeux de Nia semblèrent vieillir de 100 ans en un instant. « Alors vous serez tous les deux prisonniers, elle dans son fauteuil, vous dans la culpabilité. » Alexander eut l'impression de recevoir un coup de poing. La culpabilité, ce monstre qui le tourmentait chaque nuit. L'accident avait été son idée, le voyage, la randonnée en montagne, tout pour les rapprocher. Et maintenant, donnez-moi une raison de vous croire, la défia-t-il. Nia s'approcha et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Sophia. Elle regarda la fillette dans les yeux et, sans la toucher, lui demanda « Tu ressens une sensation de picotement tous les matins, n'est-ce pas? Comme de petites étincelles qui descendent le long de ta colonne vertébrale jusqu'à tes orteils. » Sophia écarquilla les yeux et acquiesça lentement. « Les médecins disent que ce ne sont que des sensations fantômes, » continua Nia. « Mais ce n'est pas vrai. C'est son corps qui essaie de communiquer avec toi. » Alexander vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 8 longs mois. Une étincelle d'espoir dans les yeux de sa fille. « Comment ferais-tu ça ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Je ne peux pas l'expliquer. Je peux seulement te le montrer, répondit Nia. Mais il faut que ce soit maintenant et tu dois venir seule avec moi. » Et Sophia. Tous les instincts protecteurs d'Alexandre s'écrièrent contre l'idée de suivre une inconnue dans la rue avec sa fille vulnérable. C'était de la folie. Mais lorsqu'il regarda Sophia, il vit quelque chose qui le fit hésiter pour la première fois depuis des mois. Il y avait de la vie dans ses yeux. « S'il te plaît, papa, » et murmura Sophia. « Essayons. » Ce qu'Alexander ignorait, c'est que Nia cachait des secrets bien plus profonds qu'il ne l'avait imaginé.
des secrets qui remontaient à plusieurs générations de guérisseuses réduites au silence par l'histoire, et que le miracle qu'elle offrait avait un prix que tout l'argent du monde ne pourrait payer, un prix qui transformerait à jamais la vie de toutes les personnes concernées. Si cette histoire d'espoir contre toute attente vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir comment une fille ignorée du monde entier est devenue la clé d'un miracle que la médecine moderne ne pouvait accomplir. Alexander poussa la chaise de Sophia dans des ruelles étroites dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, suivant Nia à travers un labyrinthe de rues oubliées. Au bout de 20 minutes, ils arrivèrent devant un vieil entrepôt à l'aspect abandonné. À l'intérieur, le contraste était saisissant. Un espace propre et organisé, avec des étagères remplies de bocaux contenant des herbes et des liquides colorés. Au centre se trouvait une simple table en bois. « Posez-la sur la table », dit Nia en allumant quelques bougies. « Attendez », l'interrompit Alexander. « Je dois d'abord savoir exactement ce que vous comptez faire à ma fille. » La porte s'ouvrit. Une grande femme entra, avec la même peau foncée que Nia, mais avec une profonde cicatrice qui lui allait de la tempe au menton. « C'est lui ?» demanda-t-elle. Elle répondit « Oui, et moi je suis Zora, infirmière à l'hôpital central et tutrice de Nia. » Il tendit la main. « Vous devez être Alexander Reed. » L'infirmière Alexander fronça les sourcils. « Alors vous devez savoir que c'est impossible, » sourit Zora en soulevant légèrement l'ourlet de son pantalon pour révéler une prothèse. « C'est ce qu'ils ont dit de ma jambe après l'accident. Les médecins m'ont assuré que je ne pourrais plus jamais marcher sans béquille. » Alexander sentit son scepticisme s'évanouir. « Comment ? Il existe dans ce monde des connaissances que votre argent ne peut acheter, monsieur Reed, » expliqua Zora. « Des connaissances qui ont été effacées, brûlées dans des feux de joie, ou ridiculisées pendant des siècles. » Nia s'approcha de Sophia. « Je peux ?» demanda-t-elle en montrant son genou. Après un moment d'hésitation, Sophia acquiesça. Nia posa sa main sur le genou de la jeune fille et ferma les yeux, restant immobile pendant près d'une minute. « Les cellules sont engourdies. Pas mortes, dit-elle enfin. Et la mémoire musculaire est plus forte que ne le pensent les médecins. » Zora sortit un flacon ambré. « Ce mélange aidera à réduire l'inflammation autour de la blessure. Ce sont des plantes médicinales et autre chose que notre famille conserve depuis des générations. » « Vos guérisseurs, alors ?» demanda Alexander. « Appelez-nous les gardiens d'un savoir que la médecine moderne commence seulement à redécouvrir. Pourquoi ne travaillez-vous pas dans des hôpitaux? Pourquoi vivez-vous cachés ?» Zora toucha la cicatrice. « Nous avons essayé en 2018. J'ai présenté certaines techniques à des chercheurs universitaires. Ils ont d'abord ri, puis ils ont essayé de voler nos formules pour les breveter et les vendre. » Elle laissa la phrase en suspens, indiquant que la cicatrice n'était pas accidentelle. Nia examina Sophia en touchant différents points de sa colonne vertébrale. « Ici, » dit-elle en indiquant un endroit précis, « c'est par là que nous allons. Commencez. » Alexander observait. Aucun spécialiste n'avait jamais localisé un point précis à traiter. « Cela prendra 3 semaines, à raison de 2 heures par jour, » expliqua Zora. « Combien cela coûtera-t-il » demanda Alexander, en cherchant son portefeuille. « Nous ne voulons pas de son argent, » répondit Zora, « mais il y a un prix à payer. » Elle ouvrit un dossier usé, contenant des documents pour la création d'une fondation de recherche indépendante, avec des protocoles pour la protection des connaissances traditionnelles. « Je veux que vous aidiez à protéger un héritage, » expliqua-t-elle, afin que d'autres enfants n'aient pas à vivre dans la rue sans les connaissances qui pourraient leur sauver la vie. Alors qu'Alexander lisait les documents, Sophia eut soudain le souffle coupé. « Papa, j'ai senti mon pied. Mon gros orteil a bougé. » Alexander laissa tomber les papiers. C'était vrai. Le gros orteil de Sophia bougeait légèrement, son premier mouvement volontaire depuis 8 mois. Des larmes coulaient sur son visage. « Ce n'est que le début, dit Zora. Mais nous avons besoin de votre parole. Quand Sophia sera guérie, vous garderez sa part. » Alexander regarda sa fille, dont le visage rayonnait d'espoir. Puis Nia, une enfant des rues qui détenait des connaissances que les meilleurs neurochirurgiens du monde n'avaient pas. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. « Pourquoi ma fille ? Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, » répondit Nia, le regard pénétrant.
et parce que votre fille a le cœur pur pour comprendre que ce don ne lui appartient pas uniquement. Dans le bureau du docteur Petrov, à des kilomètres de là, une conversation téléphonique confidentielle avait lieu. « Oui, monsieur, je pense que Reed a trouvé des alternatives non conventionnelles. S'il est impliqué avec ces femmes, une pause. Compris, nous surveillerons la situation. » Dans l'entrepôt, Sofia pouvait déjà bouger 3 orteils de son pied droit. Chaque mouvement était petit et tremblant, mais pour une fille déclarée paralysée à vie, c'était comme déplacer des montagnes. « Comment est-ce possible ?» murmura Alexander. « Parce que la médecine n'est pas seulement une science, » répondit Nia en ajustant une compresse. « C'est aussi un art. Vous avez érigé des monuments avec vos connaissances, tandis que nous avons préservé les nôtres, même lorsque nous avons été contraints de vivre dans l'ombre. » Alexander commençait à comprendre qu'il existait tout un monde de connaissances que son argent ne pourrait jamais acheter, mais que son influence pouvait aider à protéger. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en acceptant d'aider Nia et Zora, il s'opposait à des forces bien plus puissantes, des forces qui gagnaient des milliards en rendant des personnes comme Sofia dépendantes de traitements qui soulagèrent les symptômes, mais ne guérissaient jamais vraiment. 2 semaines plus tard, le docteur Petrov se précipitait dans les couloirs de l'hôpital central. 17 patients atteints de lésions médulaires avaient annulé leur traitement au cours du mois dernier. 17 patients de longue date, dépendant de médicaments coûteux, qui leur apportaient un léger soulagement, mais jamais de guérison. « Des nouvelles de la jeune Reed ?» demanda-t-il en entrant dans son bureau où l'attendait un homme en costume. « Nos enquêteurs ont perdu sa trace il y a 3 jours, » répondit Lawrence Green, un représentant de Neurocorp, le plus grand fabricant de médicaments utilisés pour traiter les lésions neurologiques. « Mais nous avons une nouvelle avancée. » Green fit glisser une tablette sur la table. Alexander Reed a créé une fondation, la NIA Initiative for Integrative Medicine, avec un fonds initial de 50 millions. Sur la tablette, des vidéos de sécurité montraient Alexander entrant et sortant d'un immeuble commercial récemment acquis. Dans l'une d'elles, il poussait Sofia dans son fauteuil roulant. Dans la suivante, 3 jours plus tard, la jeune fille marchait à petits pas hésitants aux côtés de son père, s'appuyant uniquement sur une canne. « Impossible, » murmura Petrov. Sa blessure était irréversible. « Apparemment pas, » dit Green en reprenant la tablette. « Nos actionnaires sont inquiets, docteur. Très inquiets. Le marché du traitement des lésions de la moelle épinière représente 13 milliards par an. Si ces méthodes alternatives se répandent, alors faites quelque chose, » s'écria Petrov. Le conseil d'administration a autorisé des mesures extraordinaires, répondit Green. Nous avons besoin de mademoiselle Nia et de la formule ou de la méthode qu'ils utilisent. Pendant ce temps, dans le nouveau bâtiment de la NIA, Sofia marchait d'un bout à l'autre de la pièce, s'appuyant uniquement sur sa canne. L'amélioration était indéniable. Incroyable, murmura le docteur Ramirez, un neurologue indépendant, qu'Alexander avait invité pour documenter les progrès. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle guérison. Zora ajusta la compresse à base de plantes à la base de la colonne vertébrale de Sofia. Ce n'est que le début. Dans une semaine, elle n'aura plus besoin de sa canne. Alexander observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. Ces derniers jours, il avait remarqué des voitures étranges garées devant l'immeuble, et les tentatives d'effraction de son système de sécurité avaient triplé. « Ils sont déjà au courant, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Zora lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Ils sont au courant, confirma-t-elle, et ils ne sont pas contents. J'ai les documents que vous m'avez demandés, » dit Alexander en lui tendant un dossier. « Les brevets enregistrés à son nom et à celui de Nia, » expliqua Zora. « La fondation a déjà un statut juridique et 3 universités ont accepté de collaborer à la recherche. » Elle sourit. « Vous travaillez vite. Quand ma fille est devenue paralysée, j'ai offert des millions pour trouver un remède. Maintenant, je comprends que les connaissances que vous possédez valent bien plus. » Une alarme discrète retentit sur le téléphone portable d'Alexander. « Effraction détectée, périmètre est. » « Ils sont arrivés plus tôt que prévu, » dit Zora sans surprise. Alexander tapa rapidement sur son téléphone. « Protocole. De sécurité activé. Nous devons aller dans la salle de sécurité. » « Non,
l'interrompit Nia en entrant dans la pièce. En 2 semaines, la fillette avait changé. Elle portait des vêtements propres et avait pris du poids, mais ses yeux avaient conservé la même profondeur mystérieuse. Nous devons leur faire face. C'est trop dangereux, protesta Alexander. Tu me fais confiance? Demanda Nia comme il l'avait fait lorsqu'il leur avait amené Sophia. Dans le parking du bâtiment, 3 fourgons noirs s'arrêtèrent. Des hommes en costume en sortirent, menés par Lawrence Green et le docteur Petrov. « Monsieur Green », entendit Alexander à l'entrée principale. « Docteur Petrov, quelle surprise !» Green esquissa un sourire. « Nous avons un mandat pour enquêter sur des pratiques médicales illégales dans cet établissement. »« Vraiment ?» Alexander avait l'air sincèrement intrigué. « Puis-je la voir ?» Green lui tendit un document. Alexander l'examina, attentivement. « Intéressant. Émis par le juge Carlton, le même juge qui détient 18% des actions de Neurocorp via des sociétés offshore aux îles Caïmans. » Le visage de Green se durcit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment ?» Alexander sourit. « Peut-être que les enregistrements des réunions du conseil d'administration de Neurocorp, où ils ont discuté de la manière de supprimer les traitements alternatifs afin de maintenir les profits générés par les médicaments palliatifs, vous rafraîchiront la mémoire. »« Impossible !» s'exclama Petrov. « Ces réunions sont confidentielles. C'est incroyable tout ce que les gens racontent quand ils pensent que personne ne les écoute, » dit Zora en quittant le bâtiment. Les infirmières sont pratiquement invisibles aux yeux des médecins et des cadres, surtout celles qui ont des cicatrices. Green s'avança d'un air menaçant. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. »« Au contraire, » répondit calmement Alexander, « nous savons exactement qui vous êtes. Et au cas où vous vous poseriez la question, cette conversation est retransmise en direct sur 3 chaînes de télévision, dans 15 journaux et au bureau du procureur général. Les caméras de sécurité autour du bâtiment pivotèrent pour se concentrer sur le groupe. Green marmonna une menace, mais des gouttes de sueur commençaient à perler sur son front. « Je ne pense pas qu'il le fasse, » dit Petrov en reculant. « Son fils est propriétaire de la plus grande entreprise technologique du pays. »« C'est vrai, » confirma Alexander, « et j'utilise toutes les ressources à ma disposition pour protéger ce que Nia et Zora ont créé. »« Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit Nia en s'approchant. « Il ne s'agit pas seulement de Sophia ou d'argent. »« Alors de quoi s'agit-il » demanda Green avec mépris. « De justice, » répondit Nia. « Pour des générations de femmes dont les connaissances ont été volées, ridiculisées, voire pire. » Alexander appuya sur un bouton de son téléphone. Sur les écrans de toute la ville, un documentaire montrait des femmes persécutées au fil des siècles pour leurs connaissances médicales. On y voyait des formules identiques à celles utilisées par la NIA, brevetées par de grandes entreprises pharmaceutiques des décennies plus tard, et le docteur Petrov recevant des millions de dollars en paiement non déclaré pour discréditer les traitements alternatifs. « Cela va vous ruiner », siffla Green à Alexander. « Nous avons des avocats. Des politiciens, des juges? Moi aussi. » Alexander répondit. « La différence, c'est que je n'essaie pas d'empêcher les traitements. J'essaie de les rendre accessibles. » Pendant qu'il parlait, une foule commença à se former. Des patients en fauteuil roulant, des proches, de personnes blessées, des badauds, tous observant la confrontation. « Quelle est sa proposition ?» demanda Green. Réalisant enfin sa défaite, Alexander sourit. Neurocorp peut faire partie de la solution au lieu de se battre contre nous. La collaboration plutôt que la concurrence. Vos scientifiques travaillent avec Nia et Zora pour comprendre et améliorer leur traitement, et vous veillez à ce que la méthode soit accessible à tous, pas seulement aux riches. Et si nous refusons, c'est Sophia qui répondit, sortant du bâtiment d'un pas encore hésitant mais ferme. Alors nous irons directement vers le public, dit-elle. Et croyez-moi l'histoire d'un enfant déclaré incapable de remarcher, guéri par une fille sans abri rejetée par la médecine traditionnelle. Eh bien, les actionnaires de Neurocorp ne seront pas contents. Green regarda Petrov qui acquiesça, vaincu. Parlons-en. Alors que les fourgons noirs partaient et que la foule se dispersait, Nia s'approcha d'Alexander. « Comment saviez-vous qu'il viendrait aujourd'hui » Alexander sourit mystérieusement. Disons simplement que j'ai aussi mes secrets. Ce que personne ne remarqua dans ce moment de victoire apparente, ce fut le regard échangé entre Zora et Nia, un regard qui renfermait un savoir bien plus profond et ancien que quiconque aurait pu imaginer,
Un savoir qui ne concernait pas seulement la guérison des blessures, mais aussi la correction d'un déséquilibre qui persistait depuis des siècles dans la façon dont la société percevait la guérison et ceux qui la pratiquaient. Et tandis que la nouvelle du rétablissement miraculeux de Sophia se répandait dans des centaines de ruelles, d'hôpitaux et de foyers à travers le monde, des personnes marginalisées qui détenaient des connaissances similaires commencèrent à sortir de l'ombre, prêtes pour un monde qui serait enfin prêt à les écouter. 3 mois plus tard, l'auditorium de l'Université centrale était bondé. Sur scène, Sophia Reed marchait sans canne, partageant le podium avec Nia et Zora. Derrière elle, une bannière annonçait « Initiative Nia, connaissances ancestrales et médecine moderne. Une nouvelle ère. Je m'appelle Sophia Reed », commença la fillette de 10 ans, sa voix claire résonnant dans le micro. « Il y a 1 an, j'ai été déclarée paralysée à vie. Aujourd'hui, je me tiens ici grâce à des connaissances qui ont failli disparaître à jamais. » Au premier, Rang Alexander regardait avec fierté. À côté de lui se trouvait, à sa grande surprise, Lawrence Green, l'ancien PDG de Neurocorp. Ce qui a commencé comme une bataille est devenu une collaboration sans précédent. Sophia a poursuivi. L'initiative NIA travaille désormais en partenariat avec 5 hôpitaux, 3 universités et même Neurocorp. Dans les mois qui ont suivi la confrontation, l'histoire de la NIA et de Sophia a fait le tour du monde. La vidéo d'Alexander dénonçant les pratiques de Neurocorp a déclenché un scandale qui a secoué l'industrie pharmaceutique. Des enquêtes ont révélé plus de 2 décennies de suppression délibérée de traitements alternatifs efficaces. Mais au lieu de détruire complètement l'entreprise, Alexander a proposé une transformation. Sous la pression des actionnaires et de l'opinion publique, le conseil d'administration de Neurocorp n'a eu d'autre choix que de remplacer Green et d'établir un partenariat avec l'initiative NIA. La connaissance n'a jamais appartenu à un seul groupe, a expliqué Zora en prenant le micro. Pendant des siècles, des femmes comme ma grand-mère ont gardé secrètes des connaissances que la science commence seulement à redécouvrir. Nous ne cherchons pas à remplacer la médecine moderne, mais à la compléter. La cicatrice sur son visage, autrefois cachée, était désormais visible de tous, rappelant le prix qu'elle avait payé pour avoir défié le système. Dans le public, des dizaines d'enfants en fauteuil roulant attendaient avec impatience. L'initiative NIA avait mis en place un programme de traitement gratuit, donnant la priorité aux patients sans ressources, tout en développant des protocoles de recherche pour documenter et valider scientifiquement ces méthodes. Quant au Dr Petrov, poursuivit Zora, il coopère avec les autorités en échange d'une réduction de peine. Ses aveux révélèrent l'existence d'un réseau de médecins payés pour discréditer les traitements alternatifs. Lorsque ce fut au tour de Nia de prendre la parole, l'auditorium fut plongé dans un silence complet. La jeune fille, vêtue désormais, de vêtements simples mais propres, ne ressemblait plus à une enfant des rues. Elle avait l'air de ce qu'elle avait toujours été, une gardienne du savoir ancestral. Ma grand-mère disait que la véritable guérison vient lorsque nous respectons toutes les voies de la connaissance, dit-elle. Lorsque nous mettons de côté nos préjugés et notre appât du gain, et que nous nous souvenons pourquoi la médecine existe, pour soulager la souffrance. Alexander monta sur scène pour prononcer le discours de clôture. Lorsque ma fille est devenue paralysée, j'ai dépensé des millions pour trouver un remède. Je l'ai trouvé chez une jeune fille que la société avait rejetée. Il sourit à Nia. Aujourd'hui, nous annonçons que l'initiative NIA a reçu l'autorisation de mener ses premiers essais cliniques officiels. Plus important encore, toutes les connaissances acquises seront accessibles au public et ne feront l'objet d'aucun brevet ni restriction. Au fond de la salle, le docteur Ramirez, un neurologue sceptique qui avait été témoin du rétablissement de Sophia, discutait avec animation avec ses collègues. C'est comme redécouvrir la pénicilline, commenta-t-il, sauf que ce savoir a toujours été là, caché à la vue de tous. Après la présentation, Nia et Sophia s'assirent sur les marches de l'auditorium pour regarder la foule se disperser. « Tu ne m'as jamais dit, dit Sophia, comment tu savais que j'avais fait ces rêves le premier jour ?» Nia sourit mystérieusement. Certaines choses ne peuvent pas s'expliquer scientifiquement, pour l'instant. « Tu crois qu'un jour ils comprendront ?» demanda Sophia. « Peut-être, répondit Nia, mais d'ici là, nous continuerons à soigner les gens, qu'ils comprennent
ou non. Alors qu'elle quittait l'auditorium, une femme âgée en fauteuil roulant s'arrêta à côté d'elle. « Vous êtes les filles à miracle, dit-elle, les larmes aux yeux. Je passe 50 ans dans ce fauteuil. Est-il trop tard pour moi ?» Nia lui tendit sa main ridée. « Le savoir appartient à tout le monde, » répondit-elle simplement. « Tout comme la guérison. » Le plus grand miracle n'était pas seulement le rétablissement de Sophia, mais la façon dont une jeune fille sans abri avait transformé tout un système. Alors que les institutions médicales tentaient de comprendre les méthodes de Nia, des milliers de personnes marginalisées à travers le monde commencèrent à partager des connaissances similaires, gardées secrètes depuis des générations. Une révolution silencieuse avait commencé ce jour-là, dans cette ruelle. Alexander se souvint plus tard. Je pensais suivre une enfant des rues dans un moment de désespoir. En réalité, j'étais guidé vers un avenir plus juste, où le savoir n'appartient à personne et où la guérison n'a pas de prix.